C'est-à-dire qu'une bonne traduction ne doit pas interpréter l'auteur, mais quand l'auteur présente des ambiguïtés ou des erreurs, eh bien la traduction se doit, la bonne traduction scientifique, j'entends, se doit de les restituer telles quelles. Ceci pour dire ceci, pourquoi est-ce que j'ai amené ce tome ici? Tout simplement pour ceci qui me turlupine en ce moment, qui est quelque chose dont j'ai touché à un mot dans un texte qui s'appelle « Faut-il réécrire le chapitre 7 ?» sous-entendu de l'interprétation du rêve. Vous savez, le chapitre 7, c'est le fameux chapitre théorique terminal. Et je me suis dit, mais quand même, j'ai pas dit une chose, qui est la chose suivante. Alors, je vous lis, vous allez voir que ça n'est pas sans rapport avec ce que mon introduction n'est pas sans rapport avec ce que je vais amener. Voilà ce que... Je vous cite quelques phrases de Freud. Nous nous représentons donc l'appareil animique comme un instrument composé dont nous appellerons les parties constituantes instances ou, pour mieux visualiser, systèmes. Nous attendons à ce que ces systèmes aient peut-être l'un par l'autre une orientation spatiale constante, un sens. Bon. Plus loin, il dit, je vais vous le dessiner tout de suite, le schéma le plus général de l'appareil psychique aurait donc l'aspect suivant, dessin, mais il n'y a là que l'accomplissement de cette exigence qui nous est depuis longtemps familière. L'appareil psychique doit être construit comme un appareil réflexe. Le processus réflexe reste aussi le modèle de tout fonctionnement psychique. Le réflexe, mes connaissances fort lointaines, mais enfin les connaissances vulgaires même de chacun sur le réflexe, lui font savoir que ce n'est pas quand on tape avec un marteau sur le tendon du genou, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas la force du marteau qui se transmet au mouvement. Ce n'est pas l'énergie du marteau. Donc l'idée de Freud est foncièrement erronée, en ce sens qu'un appareil réflexe, ça veut dire qu'il restitue à la sortie tout ce qu'il reçoit à l'entrée. Or, le réflexe est quelque chose de beaucoup plus complexe, et encore une fois, l'énergie d'entrée n'a rien à voir avec l'énergie de sortie. Mais il y a plus. Je vais vous dessiner en 2 secondes. Je prends ça ou peut-être... Oui. C'est quoi? Ah oui, ça c'est une crème. Bon. Bien. Alors, c'est tout simple, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai appelé le baquet. Bon. Pourquoi le baquet? Parce que c'est présenté en coupe. Mais il faut se représenter que c'est la coupe d'un baquet parallélépipédique. En réalité, c'est comme le baquet dans lequel, par exemple, les radiologues, je ne sais pas s'ils le font toujours, faisaient plonger leur radio pour les mettre dans le réactif ou pour les faire sécher. Bon. Donc, c'est un baquet à 3 dimensions. Mais enfin, il est en coupe. Peu importe. Alors, voilà le schéma tout simple de départ de Freud. Il va se compliquer ensuite. Il y a une flèche d'entrée. Ici, c'est la perception. Ici, c'est la motilité. Ou encore, appareil réflexe, si on veut, moi j'ajoute ici stimulus. Stimulus, qu'est-ce qu'on dit? Réponse. Encore que réponse, c'est une réponse qui n'est pas une réponse verbale, c'est pas une réponse au sens où nous entendons réponse d'habitude. Stimulus, réaction, si l'on veut. Stimulus, réaction, étant supposé que entre les deux, il se passe un certain nombre de choses sur lesquelles je ne rentre pas. Or, ce que je n'arrête pas de me dire depuis
que j'ai écrit cet article sur le chapitre 7, où je ne l'ai pas développé complètement cette idée, c'est que ce schéma est complètement faux. C'est-à-dire, bien sûr, il y a le schéma là, mais ici, ce qu'il faut mettre, c'est message, et non pas stimulus, c'est tout à fait différent. Et ici, il faut mettre traduction. Le message passe dans un appareil qui, pour le sujet, est traduit selon certaines règles et qui dépose au passage un certain nombre de choses qui sont précisément les systèmes dits systèmes de souvenirs, systèmes mnésiques, inconscient, préconscient, etc. Voilà. Bon, je n'entre pas davantage, simplement pour dire que Freud a tout faux, si l'on peut dire, en nous parlant d'un appareil réflexe qui serait, disons, un organisme à la limite plongé dans un monde extérieur. Quel est l'organisme qui serait vraiment plongé dans un monde sans communication? C'est un problème. Le ver de terre, peut-être, se heurtant à une pierre et essayant de la déplacer pour continuer à faire son trou. Admettons. Bon, la pierre n'est pas un message. Donc, au niveau du ver de terre, peut-être, je pense que au niveau de certains organismes, c'est vrai. Mais vous allez voir que ce n'est pas une spéculation psychozoologique bien capitale, mais enfin, vous savez que la physiologie, pas la neurophysiologie, la physiologie toute simple, distingue entre les homéothermes et les poikilothermes. Les poikilothermes sont des organismes qui n'ont pas besoin de maintenir leur température constante. C'est-à-dire, leur température se règle sur la température extérieure. Et vous verrez aussitôt que la plupart des poikilothermes, par exemple un petit poisson qui est un poikilotherme, dès qu'il naît, il n'a plus aucun rapport avec sa mère. Il n'y a aucun rapport générique. Le petit poisson, dès qu'il naît, a en effet un rapport avec le monde extérieur matériel. Donc pour le poikilotherme, à la limite, en effet, le schéma de Freud serait peut-être valable. Mais dès que vous prenez un homéotherme, même un homéotherme peut évoluer, mais prenons, je ne sais pas, un écureuil ou un chien, eh bien il est évident que son milieu n'est plus le monde extérieur matériel, il n'est plus plongé dans un milieu de stimuli, il est plongé dans un milieu de messages. Donc vous voyez que j'étends la notion de message, bien sûr, de messages non-verbaux, mais que j'étends la notion de messages non-verbaux bien au-delà de l'être humain. Je vous montre ça pour l'instant. Alors, quelle est la différence avec l'être humain? Bien sûr, elle est capitale. Mais l'être humain, comme les homéothermes au moins supérieurs, je ne sais pas jusqu'où on va, je ne suis pas un grand spécialiste, mais on a beaucoup étudié les primates, les homéothermes au moins supérieurs vivent d'emblée dans un monde qui leur dit quelque chose. Dans un monde où l'autre leur communique quelque chose. J'ai entendu, comme ça, je ne sais pas où c'est, il faudra quelqu'un me le dise ou que je le retrouve, que Lebovici avait dit cette chose qui, paraît-il, est géniale, l'objet est investi avant d'être perçu. Je ne sais pas très bien où c'est, mais enfin, bon. Je dis, c'est pas assez. Il y a quelque chose. Mais évidemment,
cette vision des choses est, comme je l'appelle, ptoléméique, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur le sujet. Je veux dire, c'est le sujet biologique, peu importe, ou le sujet humain, qui investit et qui perçoit. Je dirais, moi, que l'objet fait partie d'un message de l'autre avant d'être perçu, ou fait partie d'un message de l'autre pour être perçu. Je ne pense pas qu'il puisse tomber dans le berceau d'un bébé une pierre venant de nulle part et qu'il s'y intéresse. Je pense que le seul objet auquel le bébé peut s'intéresser, c'est l'objet qui lui est communiqué comme partie d'un message par son environnement adulte. Mais vous voyez que là, finalement, je n'hésite pas à rétablir une certaine continuité, je vais dire tout de suite laquelle, une certaine continuité entre le monde des messages où sont plongés les homéothermes en général et surtout les homéothermes supérieurs. Vous savez aussi que bon, ça a été un peu discuté depuis, mais Jouvet, dans ses études sur le rêve, a montré que seuls les homéothermes rêvaient. C'est très curieux. Enfin, seuls les homéothermes avaient une phase de sommeil paradoxal, pour dire les choses plus clairement, puisque après tout, rêve et sommeil paradoxal, vous savez combien tout cela est discuté. Mais enfin, il y a une discussion nette entre les homéothermes et les poikilothermes de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'idée de message, pour moi, est inséparable aussi de la fonction du rêve. Voilà un petit peu mes réflexions actuelles, et je reviens à ce que j'appelle la théorie de la séduction généralisée. Terme copié sur Einstein, la théorie de la relativité généralisée. On m'a demandé si c'était la séduction ou la théorie qui était généralisée. J'étais bien gêné, et je pense qu'avec la théorie de la relativité généralisée, on serait bien gêné aussi de savoir si c'est théorie ou si c'est relativité qui est généralisée. On dit généralement la relativité généralisée. Bon, je passe sur ce petit point. En tout cas, cette théorie de la séduction vient à partir de Freud, disons, et redressant ce que j'appelle un fourvoiement et ce que, encore une fois, Francis vient d'appeler réaction auto-immune. Je trouve ça tout à fait intéressant. Réaction auto-immune, Freud renie sa théorie de la séduction. Il la renie dans une fameuse lettre qui fait que pour autant il continuera à parler énormément de la séduction tout au long de son œuvre, et notamment dans les 3 essais sur la sexualité. Si vous lisez les 3 essais sur la sexualité tels que nous allons les publier prochainement, c'est-à-dire en permettant de lire les éditions successives, et notamment la première édition de 1905, séparément des autres. Actuellement, c'est en notes, c'est un fouillis indescriptible, mais si vous avez un artifice typographique, de même que là, n'est-ce pas, vous avez un trait en marge pour tout ce qui n'est pas de l'édition originale. Et c'est très facile parce qu'on peut lire dans l'interprétation du rêve 1900 et l'interprétation du rêve dans ses éditions ultérieures. Bon, ça sera la même chose pour les 3 essais. Et donc les 3 essais, si vous lisez les 3 essais 1905, vous voyez à quel point la séduction joue un rôle capital. Évidemment, Freud dit dans l'éveil de la sexualité. Mais enfin, il va extrêmement loin. Il dit, si les mères savaient que leur moindre geste de tendresse
devient une excitation sexuelle pour leur bébé, elles seraient effrayées. Et chose curieuse,